Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, essentiel pour naviguer le marché du travail. Comment on fait pour muscler sa confiance en soi, spécifiquement là pour la recherche d'emploi? On s'appuie sur un document qui est très bien fait d'ailleurs, un peu comme un guide pratique. Ça s'appelle Renforcer sa confiance en soi pour réussir sa recherche d'emploi. Notre but, en extraire les pépites, quoi. Les stratégies qui marchent vraiment pour se sentir plus solide dans cette démarche. C'est souvent éprouvant, on le sait. Absolument. Et cette confiance en soi, dans ce contexte précis de la recherche d'emploi, euh, c'est bien plus qu'un simple état d'esprit. C'est un vrai moteur en fait. Ça influence comment on se présente, comment on parle de ses compétences, et même comment on gère le stress, les entretiens, tout ça. Ah oui, le stress. Et les recruteurs, ils y sont sensibles. Parfois, c'est inconscient, mais ça joue. Donc, oui, c'est un levier puissant sur lequel on peut vraiment agir. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement cette confiance en soi? Allons-y, décortiquons ça. Le guide, il est assez direct. La confiance en soi, c'est croire en ses propres capacités, en sa valeur. Simple, dit comme ça. Mais en quoi cette croyance ou son absence, ça change concrètement la donne pendant la recherche d'emploi? Quels sont les signes visibles, par exemple? L'impact, il est vraiment tangible. Une personne qui a confiance en elle, elle va aborder un entretien différemment, avec plus d'aisance peut-être. Elle parlera de ses réussites de manière plus affirmée, sans fausse modestie, mais pas arrogante non plus, juste factuelle. Ok. Elle posera peut-être des questions plus pertinentes aussi. Ça montre l'engagement. Et à l'inverse, le manque de confiance, ça se voit. Une posture un peu fuyante, une voix qui hésite, la difficulté à dire clairement «voilà ce que j'apporte». Je vois. Et le point crucial, c'est que ça façonne la perception du recruteur. Est-ce qu'il voit quelqu'un capable de relever des défis ou quelqu'un qui doute de lui-même? D'accord, d'accord. Ça dépasse le simple se sentir bien dans ses baskets, c'est vraiment un impact sur la perception et donc potentiellement sur le résultat. Le point de départ que propose le guide pour construire ça, c'est l'évaluation de soi. On nous dit de lister compétences, expériences, réussites. Bon, c'est un classique ça. Mais en quoi ça aide spécifiquement la confiance? C'est pas juste un inventaire? C'est plus qu'un inventaire. C'est un exercice pour s'ancrer. S'ancrer dans la réalité, dans les faits, ses propres capacités factuelles. S'ancrer, hein, oui. Oui, parce que face aux doutes qui peuvent venir pendant une recherche d'emploi, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Revenir à des faits concrets, du genre « j'ai réussi ça, je maîtrise telle compétence », ça aide à contrer les pensées négatives. C'est du solide. Mais attention, l'approche doit être équilibrée. Il faut aussi identifier les points à améliorer. Et là, il y a une nuance importante dans le guide. Laquelle? C'est de reconnaître ses faiblesses, ou plutôt ses axes de développement, sans que ça tourne à l'autoflagellation, quoi. C'est un équilibre délicat, vraiment. Oui, cet équilibre est clé, effectivement. Comment on fait pour éviter qu'identifier les points faibles, ça sape justement la confiance qu'on essaye de construire? Alors, une piste qui est suggérée, c'est de voir ces points faibles comme des zones de développement. Ou des opportunités d'apprendre? C'est moins négatif déjà. D'accord, changer le regard. Exactement. Et ensuite, l'idée c'est de se fixer des objectifs. Mais des objectifs SMART. Vous savez, spécifiques, Mesurable, atteignables, réaliste. temporels. Oui, oui. Voilà. Pour travailler sur ces points. Par exemple, je veux améliorer ma prise de parole en public, donc je m'inscris à un atelier avant la fin du trimestre. Ça transforme un truc perçu comme une faiblesse en un plan d'action. Concret. Et ça redonne du contrôle. Et ça nourrit la confiance, parce qu'on agit, on mesure les progrès. Ah, j'aime bien cette idée. On passe de la rumination à la construction. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, alors, une fois qu'on a posé cette base d'auto-évaluation, quelles sont les techniques concrètes là pour bâtir activement cette confiance au quotidien? Le guide en parle. Ah oui, oui. Plusieurs stratégies sont mises en avant. On pourrait les regrouper, disons, en 3 grands axes. Le premier, c'est la préparation, mais une préparation rigoureuse. La préparation. Ça veut dire évidemment soigner son CV, sa lettre de motivation, ça c'est la base. Mais surtout, et le guide insiste là-dessus, s'entraîner aux entretiens. Ah, les simulations d'entretien. Exactement. Que ce soit avec des proches, un conseiller carrière, ou même tout seul devant son miroir, peu importe, mais s'entraîner. Logique, oui. Moins on laisse de place à l'improvisation qu'on subit, plus on se sent en maîtrise, j'imagine. Ok, ça c'est le premier axe. Le deuxième? Le deuxième axe, c'est le développement. Personnel et professionnel. Mais continue. C'est important. C'est-à-dire?
aller chercher activement de nouvelles compétences ou renforcer celles qu'on a déjà. Ça peut être des formations, participer à des ateliers, lire des bouquins sur son domaine ou sur le développement perso. Ok, se sentir plus compétent, quoi. Voilà, l'idée derrière, elle est simple. Plus on se sent compétent, plus la confiance en ses capacités, elle augmente. Naturellement. C'est un cercle vertueux, en fait. D'accord. Préparation, développement. Et le troisième axe, alors? Le troisième axe, et il est souvent un peu sous-estimé, je trouve, mais il est fondamental. C'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Oui. Le texte insiste vraiment sur le bien-être physique, bien manger, faire de l'exercice, dormir assez, et aussi gérer son stress. Le guide mentionne des trucs comme la méditation, le yoga ou juste des activités qui détendent, pour garder un équilibre mental et émotionnel. C'est intéressant de voir ces trois axes préparation, développement et soin de soi mis ensemble comme ça. Comment ils s'articulent pour booster la confiance spécifiquement? Ils forment un tout, un véritable écosystème de soutien en fait. La préparation, ça réduit l'anxiété face à l'inconnu de l'entretien. On sait à quoi s'attendre, on a préparé ses réponses clés. Ça rassure? Voilà. Le développement des compétences, ça nourrit le sentiment d'être efficace. Cette conviction qu'on est capable. Et le soin de soi, ça donne les ressources, l'énergie physique et mentale pour tenir le coup. Parce que la recherche d'emploi, ça peut être long, ça peut être usant. Si on est épuisé, stressé en permanence, même la meilleure préparation, elle peut flancher. Oui, c'est vrai. Donc ces trois piliers, ils se renforcent l'un l'autre pour construire une confiance plus solide, plus résiliente. Un écosystème, c'est une bonne image ça. Ok. Au-delà de ces actions assez concrètes, le guide parle aussi de techniques plus liées à l'état d'esprit, les affirmations positives, la visualisation, se répéter des phrases encourageantes, s'imaginer réussir ses entretiens. Bon, pour être honnête, ça peut sonner un peu méthode Coué parfois, non? Comment c'est présenté pour que ce soit crédible, efficace? C'est une bonne question. C'est légitime de se la poser. L'angle qui est pris, c'est pas celui de la pensée magique. C'est plutôt vu comme un entraînement mental, qui repose sur des principes psychologiques. Pour les affirmations positives, par exemple, l'idée c'est de contrer consciemment le petit vélo dans la tête, le dialogue interne négatif qui peut saper la confiance. Le saboteur interne. C'est ça. Si les affirmations sont réalistes, genre « je suis capable d'apprendre » plutôt que « je suis parfait », ce qui est faux, et si on les répète régulièrement, eh bien ça peut aider à ancrer petit à petit des croyances plus constructives sur soi. On choisit sur quoi on met son attention en fait. D'accord, donc le réalisme et la répétition pour reprogrammer un peu le discours interne. Je vois. Et pour la visualisation, s'imaginer réussir, comment ça peut aider concrètement? Alors, la visualisation, comme c'est décrit, c'est un peu comme une répétition mentale. C'est une technique qu'utilisent beaucoup les sportifs de haut niveau, par exemple. Ah oui, Oui. En s'imaginant vivre l'entretien avec succès, répondre calmement, bien communiquer, sentir que ça passe bien avec le recruteur, on active dans le cerveau des circuits neuronaux similaires à ceux qui seraient activés pendant l'expérience réelle. Et ça a plusieurs effets. Ça peut réduire l'anxiété dans la situation réelle. Ça renforce le sentiment de familiarité, de capacité. Je l'ai déjà fait dans ma tête. Et ça peut même aider à anticiper des détails pratiques. C'est comme si on créait une mémoire positive d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. activer les circuits neuronaux comme une répétition. Ah oui, vu comme ça, c'est moins abstrait. On prépare le cerveau en quelque sorte. D'accord. Bon, maintenant qu'on a exploré ces outils plutôt internes, la source nous rappelle un truc important. On n'est pas seul là-dedans. L'importance du soutien externe. Parler à son réseau, trouver un mentor. En quoi le fait de ne pas rester isolé, ça aide spécifiquement la confiance? L'isolement. C'est un vrai risque dans la recherche d'emploi. Ça peut vite devenir une expérience solitaire, et ça plombe le moral. Le soutien externe, c'est l'antidote. Ça agit à plusieurs niveaux. Déjà, échanger avec des pairs, des professionnels, ça permet de normaliser ses difficultés. Réaliser qu'on n'est pas seul à galérer, c'est déjà rassurant. Oui, on se sent moins anormal. Exactement. Ensuite, le réseau, ça peut donner des conseils pratiques, des infos sur des postes cachés, mais aussi des encouragements. C'est ce qu'on appelle la validation externe. Entendre quelqu'un d'autre reconnaître vos qualités, vos efforts, ça peut contrebalancer le doute qu'on a à l'intérieur. Et puis, se sentir appartenir à une communauté pro, ça donne un sentiment de connexion, de soutien moral. C'est important. Et le mentor? Le guide suggère aussi d'en trouver un. Qu'est-ce qu'il apporte de plus qu'un réseau, disons, classique? Le mentorat, c'est une relation plus structurée, plus personnelle.
Un mentor, il a l'expérience, il peut offrir une perspective plus large sur votre parcours, votre potentiel, il peut aider à identifier les angles morts, guider dans les choix. Un regard extérieur expérimenté. Voilà. Et souvent, il peut partager son propre vécu, y compris ses échecs et comment il s'en est sorti. Ça, c'est souvent très déculpabilisant. Et surtout, un bon mentor, c'est un peu comme un champion. Quelqu'un qui croit en vous, qui vous pousse à voir plus grand. Et ça renforce directement la confiance en ses propres capacités. C'est un vrai accélérateur de confiance. Et de développement aussi. C'est clair. Mais bon, même avec toute la préparation du monde, le bon état d'esprit, le soutien et tout, la recherche d'emploi, ça implique quasi forcément des réponses négatives, des refus. Et c'est souvent là que la confiance, elle en prend un sacré coup. Comment le guide aborde cette réalité, ça? Parce qu'elle est difficile, celle-là. Mais il l'aborde de front, en parlant de résilience. C'est défini comme la capacité, non pas à éviter les échecs, mais à rebondir après un revers, à prendre de l'expérience et persévérer. C'est peut-être un des aspects les plus durs, mais aussi les plus cruciaux, pour maintenir sa confiance sur la durée. Vraiment. La résilience, on entend beaucoup ce terme. Mais concrètement, comment on fait pour la cultiver, Martine? Pour rebondir après un refus qui peut faire mal, il y a des pistes? Oui, une clé essentielle qui est mise en avant, c'est de réussir à dépersonnaliser le refus. Dépersonnaliser. Comprendre qu'un non, ça concerne l'adéquation entre une candidature précise à un moment T pour un poste précis, dans un contexte donné, les autres candidats, les besoins de l'entreprise, etc. Et que ce n'est pas un jugement sur votre valeur en tant que personne. Plus facile à dire qu'à faire, ça. Ah, mais bien sûr, c'est un travail. Une autre piste, c'est de voir chaque refus, si c'est possible, comme une source d'information. Est-ce que je peux avoir un retour? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ma stratégie, mon ciblage, ma préparation? Utiliser l'échec comme une donnée pour ajuster le tir et pas comme une preuve qu'on est nul. C'est ça qui est fondamental pour garder son élan et sa confiance. C'est transformer le caillou dans la chaussure en une marche pour monter plus haut. Transformer le caillou en marche. J'aime beaucoup cette image pour la résilience. C'est parlant. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient comme message clé de cette exploration? Alors, plusieurs idées fortes, je crois. D'abord, que la confiance, c'est pas un truc inné, figé. C'est une compétence. Ça se construit, ça s'entretient, activement. Ok, c'est pas statique, non. Ensuite, que cette construction, elle repose sur une base solide. Bien se connaître. De manière lucide, mais bienveillante. Reconnaître ses forces, mais aussi ses axes de développement. Après, il y a toute la boîte à outils très concrète, la préparation au top, le développement continu des compétences, prendre soin de son énergie, physique et mentale, les trois piliers. Voilà. À ça, on ajoute les techniques pour cultiver un état d'esprit qui nous porte, les affirmations réalistes, la visualisation. Et enfin, l'importance capitale de ne pas rester seul. Mobiliser son réseau, chercher du soutien et développer cette fameuse résilience pour naviguer les coups durs inévitables. Donc, un processus actif, multifacette, ça demande un engagement conscient sur plein de plans différents. C'est beaucoup plus que juste penser positif, en fait. Exactement. La confiance, ça apparaît vraiment comme un processus dynamique, nourri par des actions concrètes, une attention à son état intérieur et aussi à son environnement. Ce guide y donne une feuille de route assez complète pour le contexte spécifique de la recherche d'emploi, en intégrant toutes ces dimensions. Et ça ouvre une réflexion intéressante, peut-être pour conclure, si ces stratégies, l'auto-évaluation nette, la préparation rigoureuse, le soin de soi comme base, cultiver la résilience, s'appuyer sur le collectif, si tout ça marche pour renforcer la confiance dans ce cadre exigeant de la recherche d'emploi, dans quelle mesure on pourrait les adapter, les appliquer pour aborder d'autres défis, d'autres projets, d'autres moments de doute, de transition dans nos vies perso ou pro? Excellente question pour poursuivre la réflexion. Effectivement, comment généraliser ces apprentissages au-delà de ce contexte précis? C'est une belle ouverture. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. À bientôt pour une nouvelle exploration.